et bienvenue. Rencontre en terrain connu, vous le savez, vous emmène à la découverte de votre territoire. Et je suis ravi pour cette émission spéciale Nature en Touraine de vous accueillir sur l'île de la Métairie. 70 hectares de balade aux portes de Tours et en bord de Loire. Alors c'est un ENS, un espace naturel sensible, classé par le département il y a 40 ans. Peut-être connaissez-vous ce terme, espace naturel sensible, un classement qui permet d'assurer la sauvegarde des milieux et la préservation des espaces naturels, avec en parallèle un objectif d'aménagement et d'ouverture au public, deux missions qui peuvent sembler contradictoires et pourtant pas forcément. Bonjour Valérie Gervais. Bonjour Samuel. Vous êtes vice-présidente chargée de la transition écologique et de la biodiversité au département d'Indre-et-Loire. Il y a 1760 hectares qui sont classés ENS sur 23 sites différents. Qu'est-ce que ça change, ce classement en espace naturel sensible? Eh bien, en fait, ça permet de définir des zones et ces zones, nous faisons attention, en fait, que la faune et la flore soient bien préservées, bien relues et peut-être même on réinstalle des espèces que l'on n'avait pas précédemment. Alors, il y a plusieurs volets, effectivement, par exemple de la restauration de milieux. Ça fait partie des choses qui sont entreprises sur un ENS? Oui, tout à fait, notamment la restauration hydraulique, puisqu'il y a un gros travail qui est fait sur ce volet-là et certainement aussi une préservation de certains arbres parfois où une attention particulière est donnée. Il y a 23 sites aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres sites à venir bientôt qui vont être classés? On en a classé pas mal là, en ce début d'année. Donc on a eu le lac de Chemillé vers le Mont-Trésor-Roi. On a une partie de forêt aussi sur Amboise qui appartient à la ville d'Amboise. Il y a différents espaces comme ça régulièrement qui sont classés. Alors dernière question, c'est par rapport aux taxes. Les taxes, ça permet l'aménagement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où est-ce qu'elles viennent, ces taxes qui permettent donc de faire ces ENS et de les entretenir? Eh bien, quand vous déposez un permis de construire, quel qu'il soit, en fait, vous payez une taxe d'aménagement. Donc, vous préservez l'environnement puisque le conseil départemental d'Indre-et-Loire, quand même, flèche la totalité de la taxe sur les espaces naturels sensibles et la biodiversité. Merci beaucoup Valérie Gervais pour toutes ces explications. Nous allons commencer cette émission en nous rendant dans le nord du département, à Chanay-sur-Latan, dans la carrière de Falin. Nous sommes ici à un jet de pierre de Tours, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest, dans la carrière de Falin. Et vous voyez, je peux me servir, c'est même fait pour ça. Regardez, bonjour Nathalie Dupuis. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Alors vous êtes en charge de la carrière de Chanay-sur-Latan. Qu'est-ce que j'ai en main alors? Qu'est-ce que c'est tout ça? Là, vous avez donc du falin. Le falin, c'est une roche sédimentaire donc, qui est faite de débris végétaux. Ça signifie qu'il y a des millions d'années, 15 millions si mes informations sont bonnes. C'est ça, au Miocène. Ça n'avait absolument pas la même allure. Non. C'était quoi alors? À quoi ça ressemblait? On était sous l'eau, on avait les pieds dans l'eau, enfin une cinquantaine de mètres de profondeur. C'était une mer avec une faible profondeur, quand même 50 mètres. Et par contre, on a eu, là on était, il faut imaginer, on était dans un golfe qui s'ouvrait sur l'Atlantique avec des va-et-vient de la mer, d'une mer chaude, sur plusieurs millions d'années. On voit juste derrière vous une superbe mâchoire. Qu'est-ce qu'il y avait comme animaux alors ici à cette époque? En animaux marins, quand il y avait la mer des Falins, on avait ce grand requin mégalodon qui pouvait atteindre plus de 15 mètres de long. Et c'est pour ça que le conseil départemental a souhaité mettre une reproduction de la mâchoire. C'est une reproduction. Oui. Ce serait trop beau, un requin en train d'attaquer et qui serait figé comme ça n'existe pas. Non. Je vais rester encore ici quelques minutes, jouer au paléontologue, retourner en enfance. Puis on va se retrouver sur la terre ferme, voir la faune et la flore qui sont présentes sur le site aujourd'hui. Et vous allez le voir, c'est assez incroyable. Ici, on arrive sur une pelouse calcicole, calcaire, avec un sol, avec très peu de sol, où on va avoir une végétation, aussi des orchidées, parce que c'est une prairie à orchidées, et une végétation de type éboulis. Donc c'est un sol pauvre? Un sol pauvre, oui, très pauvre. Ça fait que la plante est obligée d'avoir une racine très profonde et un système racinaire aussi en surface pour capter le plus d'humidité possible. Cette prairie accueille le thym du serpolet. Donc, le thym pousse aussi en Touraine. Hein. Voilà. Et là, ça va être, dans un mois à peu près, on va voir la floraison. Et ça va être un parfum très entêtant. Et cette plante, en fait, est l'hôte
du papillon, l'azuré du serpolet. Un papillon qui est rare, qui est rare propre à ici. Voilà, enfin surtout qui est propre à cette plante. Ça fait 40 ans, Nathalie, que le département d'Indre-et-Loire est propriétaire de la carrière. Et là, juste devant nous, c'est peut-être le point d'intérêt, vraiment le point particulier de ce lieu, c'est le frontail. Qu'est-ce que c'est un frontail? Qu'est-ce que ça signifie? Oui, en effet, c'est ce frontail donc, qui est particulier pour ce site parce qu'il est un bon support pédagogique pour les professeurs qui emmènent leur classe et afin d'expliquer tous ces événements géologiques qui ont pu se dérouler lors de la mer des Faluns. Donc, ça veut dire que donc on voit les différentes périodes. Voilà, on voit les différentes strates, faciès sur cette roche. D'accord. Collège évidemment géré par le département, ça veut dire quoi? Des générations et des générations de collégiens qui se sont rendus ici? Oui, c'est entre 10 et 15 classes qui vont venir par an ici sur ce site pour visiter. Comment vous arrivez à concilier au mieux accueil du public et en même temps protection de l'espace, parce que c'est fragile tout ça? Oui, c'est tout l'intérêt en fait de ces espaces. Ils sont d'une haute qualité environnementale. On a une gestion adaptée pour ces sites et toutefois il faut aussi accueillir le public pour qu'il puisse venir et profiter aussi de ce site et être sensibilisé. Donc on va appliquer une gestion différenciée où on va laisser des espaces avec une tonte, enfin c'est une tonte, c'est pas une tonte de parc quand même, et on va laisser des parties non tendues pour laisser le temps au cycle biologique des fleurs de terminer leur cycle. Merci beaucoup Nathalie de nous avoir accueillis. Allez, nous on va continuer notre tour de Touraine, on va aller au bord de l'eau, au bord de l'Indre plus précisément. Merci Audrey de nous accueillir ici dans votre petit coin de paradis. Alors est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que nous sommes exactement? Alors ici, nous sommes sur la commune de Bréhémont, sur l'espace naturel sensible des Bardeaux de l'Indre. Ouais. Et ce site s'étend sur 5,5 km le long de l'Indre, sur les communes de Bréhémont et Rigny-UC. Entre Bréhémont et Rigny-UC, vous avez parlé de bardeaux. Qu'est-ce que c'est qu'un bardeau? Eh bien, les bardeaux, c'est une digue de protection. Donc venez, je vais vous emmener voir. Nous y voilà Audrey, finalement le bardeau, c'est juste ce qu'il y a derrière vous, c'est une sorte de digue. C'est ça, c'est une digue qui permet de protéger des inondations de l'Indre et qui a été construite en fait pour assainir les terres, puisqu'ici on est sur une vaste zone humide avec la confluence ancienne du Cher au lieu-dit Rupuane juste derrière nous. Et la confluence de l'Indre à quelques kilomètres d'ici. Et donc ce réseau de digues et de fossés a permis d'assainir les terres pour les cultiver. Ça a été construit par l'homme en fait, ce paysage là où on est aujourd'hui. C'est ça que ça signifie? C'est ça. Et si on arrêtait de l'entretenir? Parce qu'aujourd'hui c'est encore utilisé. On n'a pas été inondé récemment. En revanche, si jamais c'était demain amené à monter, l'eau serait canalisée grâce à ça. Comment ça fonctionne? Oui, c'est ça. En fait, le clapet qui est derrière moi, il permet d'éviter d'inonder les terres derrière lorsque c'est l'Indre qui monte. Et il permet d'évacuer les crues de la Loire, donc avec l'eau qui pousserait sur ce clapet pour les évacuer vers l'Indre. On les entend là, juste derrière nous. Il y a du monde. Il y a un gros concert constamment, donc il y a une faune et une flore qui est assez remarquable ici. Qu'est-ce qu'on a comme animaux d'intérêt dans cette zone? Alors on entend évidemment les grenouilles et on a d'autres amphibiens aussi sur ces zones humides et on a le castor qui est présent sur l'Indre, sur tout le linéaire de l'Indre et donc qui vient se nourrir des arbres en bordure d'Indre. J'aimerais, si vous le voulez bien, Audrey, que vous nous montriez ce que sont les rouissoirs. Oui, bien sûr. On le disait, c'est une vaste zone qui a été façonnée par l'homme à travers les âges. Donc juste à côté de nous, c'est le rouissoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un rouissoir? Oui, alors en fait, c'est une zone d'eau calme
où les agriculteurs autrefois venaient faire rouir le chanvre, donc en fait pourrir les fibres Ça sent extérieures. le vieux français, le mot rouir. C'est ça. Donc en fait, ils récoltaient le chanvre, ils le mettaient en botte et ils le mettaient dans l'eau pour que les fibres extérieures se dégradent. Ils mettaient des pierres dessus pour bien le maintenir sous l'eau. Et puis, ils gardaient comme ça uniquement la fibre du milieu de la plante qui faisait ensuite sécher dans des fours à chanvre. C'était donc une manière de faire pourrir l'écorce externe pour garder la fibre interne, le cœur du chanvre le plus utilisable. Est-ce que ce rouissoir-là, c'est le rouissoir du quartier ou il y en avait un petit peu partout autour ? Alors en fait, il y en avait à peu près un dans chaque commune et il servait à tous les exploitants de chanvre de la commune. Donc chacun avait son tas de pierres et sa zone dans le rouissoir. Et en fait, il en reste quasiment que 2 en Indre-et-Loire. D'accord, on est dans une grande zone de fabrication, d'utilisation du chanvre, Bréhémont, Rivarennes, La Chapelle, Auneau. Tout ce secteur-là était très utilisateur de chanvre. Oui, parce que du coup, on était dans une zone humide. Même, oui. On était dans une zone humide propice à cette culture. Et en fait, on se servait du chanvre pour faire des fibres de textiles et des cordages de bateaux, donc utilisés ensuite sur la Loire. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il y a une utilisation précise de ce rouissoir pour les hommes ou pour les animaux ou pas spécialement ? C'est juste un bras mort de l'Indre. Alors effectivement, c'est plutôt un bras mort qui est propice à la biodiversité et qu'on conserve aussi pour son aspect patrimonial. On a vu des vélos passer, c'est quoi l'itinéraire ici ? Où est-ce qu'ils vont ? Alors ici, on est sur l'itinéraire bis de la Loire à vélo qui part de La Chapelle-Auneau jusqu'à Rigny-Hussé. Et en fait, c'est un itinéraire qui est beaucoup plus sécurisé puisque c'est uniquement une piste cyclable et qu'il n'y a pas de voiture. À Bréhémont, c'est un peu plus dangereux, il y a beaucoup plus de passages. Oui, c'est ça. Il y a une question que je me demandais, on est sur un superbe lieu préservé, en même temps il y a du public. Comment arriver à concilier au mieux comme ça, accueil du public d'un côté et en même temps préservation du lieu ? Vous avez des problématiques, vous, particulières ? Oui, alors du coup, on affiche les réglementations sur le site. Par exemple, les chiens tenus en laisse, pas de véhicules motorisés. Et puis, on fait de la sensibilisation pour essayer de concilier un petit peu ces deux usages et avoir le meilleur accueil possible pour le public. Sensibilisation, ça passe peut-être aussi par de l'animation. Qu'est-ce qui est prévu ? Alors voilà, on est quand même au bord de l'Indre, il y a forcément de la pêche, peut-être d'autres choses ? Oui, c'est ça. Alors, on a des animations nature à destination de tout public qui sont réalisées par la Ligue de protection des oiseaux pour tout ce qui est chauves-souris, biodiversité, insectes. Ici aussi, il y a des chauves-souris. Oui, ici aussi. Et puis, on a des animations qui sont faites par la Fédération des pêcheurs pour un peu initier le public à la pêche. Et toutes ces animations, on peut les retrouver dans l'agenda des sorties nature du département, retrouvées en format papier ou sur Internet. Merci Audrey, merci infiniment de nous avoir accueillis dans votre petit coin de paradis. Alors la Touraine, on l'aime aussi pour ses monuments et la biodiversité y est également présente. Dans un tout petit instant, je vous donne rendez-vous au cœur d'un parc de 230 hectares où vous allez le voir, zone humide, zone sèche et parc d'agrément sont complètement compatibles avec un monument. À tout de suite. Bienvenue au domaine de Candé, nous sommes aux portes de Tours, d'ailleurs vous entendez probablement la route juste à côté de nous. Alors ce domaine vous le connaissez peut-être pour son château, c'est ici que le duc de Windsor s'est marié en 1937, mais ce lieu c'est 230 hectares et bien plus que le château. Il y a notamment les prairies sèches, des étangs et cette forêt. Bonjour Cécile Leroux, alors nous sommes dans un espace naturel sensible, ça appartient au département, le domaine depuis 50 ans maintenant. Nous sommes sur ce circuit de 4,5 km qui s'appelle Au cœur des chênes. C'est ça ? Sous les chênes centenaires. Sous les chênes centenaires. Bon, le titre exact, sous les chênes centenaires, avec d'autres espèces, notamment cet arbre. Qu'est-ce qu'il y a comme essence alors ici ? Juste ici, vous avez un charme et l'association Chêne Charme, c'est ce qu'on retrouve le plus au niveau du domaine de Candé. Évidemment, en sous-étage, on a aussi des noisetiers ou des fragons par exemple. Il y a des espèces qui sont propres à ici, des espèces protégées. J'imagine que c'est une réserve de biodiversité. On est quand même dans une belle forêt là. Oui, effectivement. Et alors, elle a la capacité à accueillir des espèces qui sont bien particulières
particulière dans le sens où on repose sur un sol qui est calcaire. C'est-à-dire qu'il y a 60 millions d'années, on était sous la mer. Et tous les débris des coquillages marins ont formé ensuite ce sol calcaire qui permet notamment à l'orchidée de pousser. Voilà, cette néotie nid d'oiseau. C'est une orchidée, hein. Oui, c'est ça, une orchidée couleur feuille morte. Vous avez bien remarqué, effectivement, elle n'est pas verte comme la plupart de ses comparses. Elle n'est pas capable de prendre les nutriments toute seule. Elle va s'allier avec un champignon et parasiter un chêne. D'accord. Donc pour voir cette orchidée particulière, il faut avoir les bons champignons, le bon sol et des chênes. C'est une réserve ici de biodiversité, c'est un sanctuaire. Comment vous voyez les choses? On peut parler de réserve de biodiversité, effectivement, parce qu'on a autant d'espèces protégées que de biodiversité commune. Par contre, on ne parlera pas de sanctuaire. Au contraire, le domaine de Candé, il est très ouvert. Il est ouvert pour le public qui vient se promener, faire du jogging, de la photo, vivre des animations nature. On a aussi l'ONF qui vient exploiter les arbres. Donc on est vraiment dans une optique de gestion intégrée de la biodiversité. On n'est pas du tout dans la mise sous cloche. Alors justement, vous disiez des gens qui viennent courir, le fait qu'on soit aux portes de Tours, on entend la route là, juste à côté. Quels enjeux pour arriver à préserver un espace tel que celui-ci? Le premier, ce sera d'essayer de définir des espaces. Par exemple, cette orchidée, elle est sensible au piétinement. Eh bien, le rôle du domaine, ce sera de bien baliser des sentiers pour que les visiteurs puissent profiter de l'environnement sans nuire aux espèces qui sont fragiles. Vous êtes notre guide, Cécile. Avec vous, on va découvrir d'autres zones de ce grand domaine, 230 hectares tout de même. Pourquoi pas les pelouses sèches? Allez. C'est parti. Tenez, regardez, Cécile, il y en a encore une orchidée. Redites-moi le nom. Néotie nid d'oiseau. Ah, elle est belle, hein. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors vous êtes gestionnaire de la forêt au titre de l'ONF, mais dans un secteur un peu particulier, c'est qu'ici vous ne touchez à rien. Oui, tout à fait. Oui. Comment ça se fait? La nécessité de conserver ce type de gros bois est venue du fait que ces arbres sont très bénéfiques à un certain nombre de cortèges d'espèces. On entend les oiseaux, hein. On les entend bien. Tout à fait. Notamment, vous avez un arbre à cavité qui va pouvoir accueillir des espèces de chauves-souris ou de piquets-pêches. Il porte également du lierre qui présente des fructifications hivernales qui sont très intéressantes pour l'intégralité de la faune. Bois creux, c'est-à-dire qu'il est mort? Non, il est vivant. Et d'ailleurs, certaines espèces de chauves-souris préfèrent des bois vivants pour y faire leur nid, car les conditions thermiques y sont beaucoup plus intéressantes. D'accord. Et donc il y a des bois morts et des bois vivants, vous gardez les deux? On garde les deux, tout à fait. Les bois morts permettent à un certain cortège d'insectes saproxyliques, donc se nourrissant de bois morts, de trouver une ressource alimentaire très intéressante et de fait d'attirer une population d'oiseaux qui trouveront eux à leur tour un cortège de nourriture intéressante également. Bon merci beaucoup, bon courage, à plus tard. Au revoir. Alors nous sommes de l'autre versant, de l'autre côté du domaine. Ici on est sur un coteau finalement, avec également des orchidées qui poussent. Ce ne sont probablement pas les mêmes espèces. Cécile, est-ce que je me trompe? Pas du tout, au contraire. On est sur le même soubassement calcaire, toujours daté de 80-60 millions d'années. Par contre, on n'a pas du tout la forêt. Donc on est face à des orchidées comme l'orchis bouc qui est juste ici, qui elle ne va pas pousser sous les arbres. Alors l'orchis bouc, l'orchidée bouc. C'est ça. Son nom comme l'animal? Voilà, en moins fort. Ça sent moins fort. Donc là, elles sont pas en fleurs? Non, c'est ça. Celle-ci est bien fermée, celle-ci est prête à s'ouvrir. Il y a toujours, même au sein d'une même station, un peu de variation. Les orchidées, ce sont des espèces en danger. Celles-ci sont protégées également, comme celles qu'on a vues dans la forêt? En Indre-et-Loire, comme il y a beaucoup de coteaux calcaires, on n'a pas l'impression que les espèces soient rares. Et pourtant, oui, elles le sont. À l'échelle mondiale et même nationale, toutes les espèces d'orchidées sont protégées. Il y a des animations, on peut découvrir ça? Effectivement, tous les curieux de nature qui veulent découvrir les trésors du domaine de Candé, c'est possible de le faire avec la Fédération de chasse, de pêche, la LPO et l'Arbre Voyageur. D'accord, donc 4-5 associations qui organisent tout au long de l'année des animations ici? Principalement en saison estivale, puisque le domaine est fermé pendant l'hiver pour les travaux à vocation de restauration écologique. Est-ce que vous connaissez l'expression « on n'est pas rendu à Loches », Cécile? Oui, je la connais. Vous la connaissez? Écoutez, justement, nous aussi, on va faire un petit pas de côté. On va aller à l'étang du Louroux, une réserve de biodiversité avec des poissons évidemment, mais aussi beaucoup d'oiseaux qui y ont fait leur nid. Il n'y a pas de meilleure destination pour l'observation des oiseaux qu'à l'étang du Louroux. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors est-ce que vous arrivez à voir ce que vous voulez aujourd'hui?
Oui, c'est assez calme, mais on arrive à voir des espèces assez communes qu'on trouve à peu près toute l'année, comme la foulque macroule, le grèbe huppé ou encore la mouette rieuse. On en voit une de foulque là, qui passe juste à côté de nous. Est-ce qu'il y a des espèces qui sont vraiment propres à l'étang du Loroux? On sait qu'il y a des oiseaux migrateurs qui viennent ici. Est-ce qu'il y en a certaines espèces particulières à ce site? Oui, on voit depuis quelques années des espèces assez remarquables, comme le fuligule morillon ou encore le grèbe à cou noir, qui viennent nicher sur cet étang. Ça, c'est dû à l'entretien et donc à l'amélioration du site pour eux? C'est pour ça qu'ils arrivent maintenant? On a effectivement mis en place une gestion qui était favorable, notamment sur la gestion des niveaux d'eau et l'extension des roselières. Alors si nous, on vient ici à l'Observatoire ornithologique, on peut venir quand? Tout le temps, où il y a des horaires précis, et peut-être il y a aussi des meilleurs horaires. Est-ce que vous pouvez nous dire ça? Alors c'est un observatoire qui est ouvert toute l'année, toute la journée, même la nuit, pour pouvoir laisser l'observateur venir soit tôt le matin, soit tard le soir, où c'est les meilleures périodes d'observation. Alors cet étang, il a une longue histoire. Ce que je vous propose, c'est que vous nous montriez sur la digue en quoi elle consiste, cette histoire qui a commencé au Moyen-Âge, il me semble. D'accord, très bien, on y va. Je vous suis. Vous le disiez, Christophe, il y a une riche histoire sur ce lieu. Comment est-ce qu'il a été construit cet étang? Évidemment, c'est une création de l'homme. Oui, effectivement, il a été construit par les moines au IXe siècle. Puis au XIIIe siècle, la digue a été rehaussée pour avoir plus d'eau pour alimenter un moulin. Voilà. Moulin encore actuel aujourd'hui? Alors il est présent, mais il ne fonctionne plus. Cette digue, elle est utilisée largement. On le disait, ça a permis à ce que plus d'espèces d'oiseaux viennent parce que vous avez réglé le niveau d'eau. Comment le département gère justement ce niveau d'eau? Qu'est-ce que vous devez faire? Alors le niveau d'eau est géré, donc annuellement, il y a une petite variation de niveau d'eau qui est faite pour favoriser les berges exondées, mais également une gestion tous les 3 ans avec une vidange avec récupération du poisson. Et enfin, tous les 10 ans, on procède à un assec qui permet de restaurer la digue et de curer l'étang. Alors, on a dit, il y a des poissons, on a des oiseaux qu'on a pu voir là-bas, mais il y a aussi toute une partie de la flore qui est intéressante. Est-ce que vous pouvez être notre guide aujourd'hui, nous montrer où est-ce que ça se passe? Alors pour cela, on va aller dans la lande humide qui se trouve à peu près au milieu de l'étang. Ok, ben je vous suis, allons au milieu de l'étang. Très bien, on y va. Qu'est-ce qu'on peut faire alors sur cet étang? Est-ce qu'on peut pêcher? Est-ce qu'on peut nager? Pourquoi pas? Alors la pêche est autorisée suivant un règlement de pêche et par contre la natation et les activités nautiques sont interdites. Elles ont été autorisées, aujourd'hui c'est plus le cas. Oui, tout à fait. Donc là on arrive dans une lande humide, une zone humide. Est-ce qu'il y a des espèces propres à ce site? Alors protégées? sur ces espaces humides, effectivement, on va avoir une flore bien particulière qui va pousser de milieux humides avec bien évidemment les iris et le lychnis, le roseau également. Et on va trouver aussi des espèces un peu plus rares comme les orchidées de marais, comme l'orchidée à fleurs lâches, ou encore les orchidées, on commence à bien les connaître, on en rencontre en terrain connu. Oui, et également une petite plante ici qui est protégée et qui s'appelle le langue de serpent, la langue de serpent, l'ophioglosse, voilà, qui est de la famille des fougères et qui se reconnaît à sa petite fronde centrale qui ressemble à une langue effectivement. Comment vous arrivez, vous, à gérer au mieux la préservation des lieux et puis en même temps l'accueil du public? Alors il y a un zonage qui est fait, tout ce qui est accueil du public va être plutôt à proximité des parkings, de la digue ou le long des chemins de randonnée. Après en dehors, on essaie de laisser un espace calme pour la faune et la flore. Et justement, pour découvrir au mieux cette faune ou cette flore, est-ce qu'il y a des animations possibles pour avoir un guide en fait autour de cet étang? Alors sur ce site, ça va être principalement des animations de la Ligue de protection des oiseaux de Touraine, la LPO Touraine, qui propose un certain nombre de sorties sur différentes thématiques ornithologiques. Merci beaucoup Christophe, et quel meilleur lieu pour conclure cette émission qu'un lieu à la fois accessible mais fragile à l'image de la nature. Alors je le rappelle, toutes ces informations, toutes ces animations, on peut les retrouver dans l'agenda des sorties nature du département, à trouver en format papier ou sur internet. Merci encore de nous avoir accueillis, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de bien vous porter où que vous soyez et on se retrouve bientôt au Grand Air pour un nouveau Rencontre en terrain connu. À bientôt.